Je suis l'auteur de l'ouvrage Le guide de l'influence qui est sorti il y a un mois, aux éditions Erol, qui est là sur la table. J'ai apporté quelques exemplaires éventuellement pour ceux qui souhaitent. L'Agapar, je vous le recommande, c'est une révolution. C'est vraiment essentiel. Ouais, bon, la presse, on a un peu parlé, effectivement. Je suis pas mal de médias. L'idée, c'est je vais vous la présenter et en day-to-day, je suis conseiller internet auprès du porte-parole du gouvernement, Luc Châtel. Voilà. Après avoir passé 10 années dans l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Et donc, j'ai décidé de me consacrer pendant 5 ans. On démarre tout de suite par un premier cas. Donc, en fait, c'est l'analyse de la rumeur. Donc, en fait, c'était le 15 janvier, il y a un an, avec cette rumeur du remaniement qui devait avoir lieu. Et c'est valable, c'est très intéressant parce que la rumeur produite exactement la même chose. On a en bleu donc les blogs, en violet les médias, et donc on voit tous ces points verts qui sont l'ensemble des relais d'information qui vont reprendre la rumeur avant l'annonce qui s'est située le 15 janvier 2009. Plus on se rapproche, plus on voit que le nombre de points verts augmente, et là on se situe effectivement quelques heures avant l'annonce, et là l'annonce du communiqué du président, et là voilà, pour une explosion de l'information, on passe d'une rumeur à une information. Et l'information se propage extrêmement rapidement et sur un grand nombre de canaux. Je clique sur le site émetteur, qui était pour l'occasion pas une marque, mais Élysée.fr. Et donc, on identifie l'ensemble des interactions entre ce site et l'ensemble des autres relais de l'information qui ont repris cette information, qui l'ont diffusée et qui l'ont propagée. Voilà, on est en fin de semaine et vous avez encore des points verts qui s'allument parce que tous les hebdos qui n'avaient pas traité l'information, les mensuels, traitent l'information et donc l'information émerge aussi sur leur site. À chaque période de l'histoire a eu son support de propagation. Oral, audio, imprimé, télévisé, numérique, mobile. Et moi, je vais parler maintenant d'informations flottantes dans ce que j'appelle la médiasphère, donc une sphère d'information sur laquelle on a du mal à associer une information à un support. Maintenant, l'information, elle peut se retrouver un petit peu partout. Alors après, j'ai travaillé sur ce que j'appelle donc ce qu'on appelle la longue traîne, qui est très classique. Et donc moi, j'ai ajouté la longue traîne, on rappelle, 80% des relais qui font en général que 20% de l'influence, et 20% des relais qui font 80% de l'influence. J'ai ajouté une petite notion que j'ai appelée la notion de taille critique et qui a pour objet, basé sur une approche que j'ai appelée le taux global de duplication, j'ai considéré que l'influence et l'autorité, en fait, c'était plus intéressant de travailler sur la duplication. Il y a des blogueurs dont l'information se duplique et qui ont parfois plus d'autorité que des médias traditionnels. Donc tout ceci m'a permis de dresser une sorte de hub, une sorte de zone d'influence dans laquelle je vais mettre l'ensemble des relais de l'information qui ont une réelle influence sur l'opinion, sur le consommateur. Ce hub est complété par une zone que j'appelle la zone mesh-in, une zone d'influence montante qui recense un petit peu l'ensemble des relais de l'information qui n'ont pas encore atteint cette taille critique, mais qui pourraient l'atteindre. Donc c'est là où en général les marques essayent de s'investir très tôt pour pouvoir bénéficier du fait que certains d'entre eux, certains de ces relais vont un jour atteindre la taille critique, comme vous voyez avec les assos tout à l'heure, et qui vont rentrer réellement dans le hub et qui vont être réellement influents. Donc moi c'est ce que j'encourage en général, j'encourage les marques à être présentes très tôt sur ces niveaux relais parce que tous ne rentreront pas dans le hub et certains malheureusement finiront dans le cimetière que j'appelle le mesh out qui recense l'ensemble des relais qui ont un taux de duplication extrêmement faible. Okay. Après l'idée c'est que vous en tant que marque, annonceur, entreprise, personnage public ou association, il va falloir rentrer dans une logique anywhere, anytime, any device. Dans ce contexte, comme vous le voyez sur ce slide, j'ai associé donc des relais mobiles, des relais web, des relais TV, des relais privés. Et donc, dans un premier temps, avant d'organiser l'information, il va falloir identifier déjà tous les relais qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur votre marque. Un peu ce qu'on appelle, le bac à sable. Donc, vous rassemblez tout ce qui peut avoir un impact direct ou indirect. Après l'avoir identifié, sélectionné, vous allez l'organiser. Et donc, ce que je propose, c'est une organisation non plus en silo, comme on faisait avant, TV, radio, print, mais une organisation temporelle. Ce que j'ai souhaité faire, c'est que j'ai calculé la vitesse moyenne de propagation de l'information sur chacune de ces 16 étapes de l'information. Donc en fait, le communiqué émis par une entreprise, par une source privée ou publique, en moins de 15 minutes, ça va être traité par les agences de presse. Donc c'est la deuxième étape. Après, les blogs et les journaux web peuvent s'en emparer et la traiter, en même temps que les chaînes d'information et thématiques. L'ensemble de ces canaux, donc 2, 3, 4, vont se retrouver dans les agrégateurs. Google News, Google Actualité, NetVibe et compagnie.
Un peu plus tard, les opérateurs peuvent envoyer un SMS, c'est une information d'ordre national. Et à la mi-journée, dans l'étape 7, vous pouvez le retrouver sur les chaînes hertziennes nationales ou sur les radios nationales. Le lendemain, vous serez dans la presse écrite. Okay. On revient à la période d'agrégation, c'est-à-dire à la phase 5. Dès que ça commence à être un petit peu sur ces agrégateurs, et ben, en même temps, c'est aussi sur les espaces de discussion. Twitter, donc les gens en parlent par SMS, chat ou email. Un pourcentage de ces gens qui en parlent, donc en zone 9, vont se mobiliser et vont, comme par hasard, un peu plus tard, les retrouver sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Un pourcentage de ces gens qui se sont mobilisés vont produire leurs propres vidéos, leur propre contenu, photos, vidéos, et on va les retrouver sur YouTube et Dailymotion. Et un pourcentage de ces gens-là, il y en a certainement un que je connais, ont encore un blog et donc vont faire un papier d'angle tranquillement sur une note de fond qui va dresser une tendance et l'analyse personnelle qu'ils font de cette situation. Tout ceci va impacter les moteurs de recherche, Google, Yahoo et Wikipédia et autres. Ces moteurs de recherche, en fonction de la récurrence avec laquelle vous émettez des communiqués, il passera soit dans la demi-journée, soit 2-3 jours plus tard. Et donc, il faut attendre quelques heures, quelques jours pour voir l'information arriver dans les moteurs tout court. Et après, tout ceci va impacter les Français, donc c'est la zone 14, ça va impacter le terrain, et les Français vont être analysés par les agences d'études et d'opinion, qui vont être elles-mêmes instrumentalisées par les groupes d'influence, qui vont utiliser ces chiffres, ces données, pour faire pression sur les marques, les gouvernements, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la médiasphère du hub, qui permet de passer d'une communication de silo à une communication en temps réel dans une logique de propagation. Alors, prenons par exemple un cas, lancement d'un ouvrage en septembre dernier, les auteurs étaient sur Canal et le lendemain dans le Point, l'information dans la nuit s'est répandue sur Internet et est arrivée directement dans l'opinion. Mais en même temps, l'information a remonté le sens du courant, elle a été aspirée par les médias traditionnels qui ont lancé une deuxième vague d'informations, cette fois-ci peut-être plus forte, mais avec aussi une altération un peu plus forte parce que pas en contact direct avec les auteurs. Donc une information peut démarrer point 1 au point 16, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais une information peut tout à fait démarrer dans les médias, TV, radio, et arriver dans l'opinion. C'est ce qu'on va appeler un scoop. Quand l'information elle part des médias et qu'elle arrive dans l'opinion, c'est un scoop. Parallèlement, une information qui partirait d'une vidéo ou d'un Twitter et qui remonterait, on appelle ça un buzz. Donc d'un côté le scoop et de l'autre côté le buzz. Voilà. Donc après j'ai travaillé donc, sous ces nouveaux relais machines qui sont assez intéressants et qui à mon avis vont monter. Et sur la droite, ce qui est pour moi plus ou moins mort et qui a perdu beaucoup d'autorité. Alors, après, j'ai travaillé sur quels sont les jours favorables pour émettre une information. Donc moi, je recommande principalement le mardi, le jeudi, le samedi matin, le dimanche soir, en fonction de ces 16 canaux d'information et en fonction du support et de la force et de l'autorité que vous allez avoir. Après, j'ai travaillé sur les heures. Donc en général, communiqué entre 8 et 9, reprises par les agences entre 10 et 11, reprises par les rédacs, traitement au JT. Et donc avec ces 16 experts, on a avancé sur quels sont, pendant la journée, les bons moments pour communiquer. C'est une vraie réflexion à avoir pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre consommateur. Après, il a fallu rentrer dans une logique générationnelle. Il y a 5 générations sur Terre. Alors, les sociologues appellent ça la génération silencieuse, ceux qui sont nés entre 1920 et 1940. Ils utilisent principalement ces médias traditionnels. Les baby boomers, c'est le même type de médias avec en plus de l'email, du moteur de recherche, du journal web, du sondage. La génération X consomme l'ensemble du spectre des médias web et l'ensemble du spectre des médias trad. La génération Y consomme, elle, moins de presse écrite, moins de télé nationale, moins d'agences. Ils attendent que l'information arrive. Et enfin, la génération Z, c'est que le web, la maîtresse d'école, les parents, les copains, le SMS et le mobile. Donc pour eux, un message formel, bien évidemment, et pour eux, plutôt un message informel. Et dans mon ouvrage, j'ai souhaité interroger un expert de chacune de ces générations pour qu'il nous raconte du moment où il écarquille les yeux jusqu'au moment où il se couche, quelles sont ces interactions médias, avec quels médias et à quelle heure. C'est extrêmement important. Il faut rentrer dans cette démarche. Alors après, un peu, donc, on apprend HEC, la courbe de cycle de vie d'un produit, j'ai associé donc l'information à un produit. Dans ce contexte, j'arrive à la courbe suivante. Quand on émet un communiqué, on a une sphère en France d'à peu près 200 000 personnes, on va dire, de communicants, de journalistes qui sont à même de reprendre votre information. Entre 5 à 12 heures, votre information peut se retrouver donc, à la télé, et donc en cumulé, ça va être 15 millions de Français qui vont être exposés à votre information. En parallèle, on le voit très bien sur cette zone participative en bleu, l'information va être remaniée par les médias web, les médias participatifs,
et arriver jusqu'à 5 millions peut-être d'internautes. Et enfin, Madame Michu va donc consommer une information avec une assez forte altération, et donc mon métier, comme certains d'entre vous, c'est de limiter l'altération entre la zone 1 et la zone 4, bien évidemment. Alors après, j'ai modélisé donc, la rumeur du remaniement, qui fait le tour du spectre, et donc on voit en fait que la rumeur, elle reste à mi-hauteur jusqu'à se communiquer, en fait, qui est très influent, elle dépêche AFP. Après, en rouge, vous avez un pic avec les lenteurs, et donc après, on a mesuré, l'information vient progressivement descendre et mourir dans l'opinion. Après, j'ai travaillé sur ce que j'appelle les plaques tectoniques. Ce que j'observe, c'est qu'il y a un rapport de force évident entre ces 4 plaques. Une plaque des médias bruts, donc la plaque jaune, donc les sources AFP, et progressivement, cette plaque des médias bruts est en train de passer au-dessus de la plaque des médias trad, que sont les radios et les télés traditionnelles. C'est ce qu'on observe quand vous êtes sur Libé ou sur le Figaro. Vous avez à droite les dépêches, et de plus en plus de gens cliquent, et sur la gauche, du coup, vous avez des articles qui sont des analyses de ce qui se passe, mais l'information est traitée de manière beaucoup plus tardive. Parallèlement, donc les blogueurs, les internautes, avec leurs commentaires, et Twitter, il y avait une source. Et ils mangent aussi une partie de ces médias traditionnels. Et enfin, les marques, elles essayent de créer donc envers des plateformes participatives, mais c'est difficile parfois d'acheter ou de s'associer avec des sources, mais tout ça est bien compliqué. Les médias traditionnels ont bien compris, un groupe comme TF1 typiquement, mais c'est des sources avec LCI, avec Facebook, qui drive le trafic pendant les matchs de foot et les shows à la télé sur son site. Ils ont lancé Watt pour essayer de donner une deuxième vie à leur contenu vidéo, et ils sont présents dans les aéroports avec le partenariat qu'ils ont fait avec Chip de Co. Donc on comprend bien, c'est un média, vous êtes une marque, et ben il faut essayer d'être présent sur l'ensemble de ces canaux de la communication pour continuer à suivre votre consommateur. Donc on vient de finir la première partie de mon PowerPoint. Avec 3 minutes et 23 secondes. Donc je ne pourrais pas tout faire, c'est pas grave, mais en gros, on a identifié la jungle, la médiasphère, le bon timing, les bonnes générations de bons remix. Et l'idée, c'est de passer dans un deuxième temps, donc quelque chose qui va vous intéresser, qui est donc la mise en place et la gestion temps réel de cette information dans une méthode que j'ai appelée le hub management. Parce que le hub, c'est bien beau, on a identifié son hub, mais après, il faut pouvoir le manager et le gérer en temps réel, sous la forme suivante: stratégie, tactique, action et évaluation. En général, je recommande de démarrer par un benchmark. Voilà, donc vous identifiez vos concurrents et vous voyez un peu où ils sont. Après, j'identifie mon rapport de force médiatique. Quand j'envoie un communiqué, j'ai toujours mes fans. Après, j'ai une zone neutre, donc les agences de presse et compagnie. Après, j'ai une zone de débat permanent, donc ça va être assez difficile. Et après, j'ai une zone versatile, c'est les médias, parfois pour, parfois contre. À vous d'aller les convertir, ainsi que les Français et les relais d'opinion. Alors là, je prends un cas, mais c'est trop long à expliquer. Donc, allez, vous allez y arriver. Voilà. Et puis, donc, après la mise en place d'une stratégie, d'une tactique, j'ai écrit 101 actions pour avoir une présence, influer, mobiliser, réagir, durer, et j'ai eu pas mal d'erreurs dans ma vie, et je vous fais part de ces erreurs. Donc ça fait 101 actions qui sont numérotées et qui sont prêtes à être utilisées. Ce qui est très important, et ce qu'il y a à retenir, c'est l'impact humain dans l'entreprise. C'est en gros un décloisonnement qu'il faut avoir. En gros, une cellule média qui aurait pour objet de gérer toute la partie média, une cellule web, évidemment veille, production, diffusion, community management, et une cellule opinion pour gérer tout ce qui est remonté du terrain. Ces 3 personnages qui gèrent ces 3 cellules sera à la tête d'une cellule de veille pilotage qui dépendrait d'une nouvelle fonction d'entreprise que j'appelle le Hub Master, qui est cette personne, ce DG un petit peu 2.0, ce directeur marketing, qui aurait pour objet de gérer la production. Voilà un petit peu les relais externes dont dépenderaient ces cellules et qui ciblerait votre téléspectateur, votre internaute et votre citoyen consommateur. Dans l'ouvrage, j'ai décrit 101 outils pour vous aider. Et enfin, donc la dernière partie, l'évaluation, c'est extrêmement important, et c'est peut-être la seule chose à retenir, c'est que le temps on fait du buzz, puis c'est bien, ça marche, et du clic, c'est fini. Il faut s'évaluer, il faut pouvoir évaluer les politiques de communication que vous réalisez, et dans ce contexte, j'ai identifié l'ensemble des items qui vous permettent d'avoir une mesure et de dresser ce que j'appelle un écho prédictif, donc une sorte d'éco-radar de ce qui est censé se passer, et après vous lancez votre opération, et à l'issue de votre opération, vous voyez exactement ce qui s'est passé. Donc la fois suivante, normalement, avec l'ensemble de vos équipes, vous êtes bien meilleur. Voilà, donc en conclusion, le hub permet d'identifier l'ensemble de votre écosystème, et le hub management est la méthode pour gérer vos hommes, vos outils, vos actions, complétées par vos réseaux et vos outils. J'ai interrogé un certain nombre d'experts et de PDG dans l'ouvrage, et je complète mon bouquin par une application iPhone, une application iPad et un réseau d'experts. Voilà, la communication en silo, c'est fini, donc je vous donne rendez-vous dans le... Merci beaucoup pour votre attention. Bravo. Je peux faire
rappelle que tu es donc conseiller communication internet et porte-parole du gouvernement, auteur de l'influence, c'est le guide définitif, ça, il faut absolument se précipiter.